suis le docteur Louis Marcelin. Je travaille dans le service de gynécologie obstétrique du professeur Charles Chaperon à l'hôpital Cochin Port-Royal et je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire naturelle de l'endométriose. L'endométriose est une maladie fréquente qui probablement commence dans la vie in utero pour se poursuivre à la puberté, à l'adolescence, à l'âge adulte et à la ménopause. C'est une maladie qui est en relation avec le reflux menstruel et les variations hormonales au cours de la vie des femmes liées à un endomètre pathologique. Nous avons développé ce concept de endométriosis live qui signifie que cette pathologie accompagne les patientes depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur ménopause et qui va, dans sa physiopathologie, impliquer des facteurs environnementaux et des comorbidités et qui participent à la physiopathologie de cette maladie basée principalement sur l'inflammation, l'angiogénèse, l'adénorogénèse et la fibrogénèse. La problématique de l'endométriose dans son histoire naturelle, actuellement, c'est le retard diagnostique majeur, puisque entre le début des symptômes et le diagnostic et le traitement chirurgical, il peut se passer 6 à 10 ans. Cette difficulté vient principalement du fait que les patientes, en moyenne, attendent 2 à 3 ans avant de prêter attention à ces douleurs et consulter. Et une fois qu'elles ont consulté, l'autre problématique vient du fait que 75% des femmes vont recevoir au moins un diagnostic erroné qui ne sera pas celui d'endométriose. Cette problématique du diagnostic retardé vient du fait qu'il y a une dimension sociale de la douleur, tant au niveau individuel qu'au niveau du couple, puis au niveau de la société. Et cette douleur va avoir un impact économique majeur avec une diminution de la productivité au travail et un coût pour la société qui est considérable. Et donc le problème dans l'endométriose, c'est à la fois de faire son diagnostic, lié à la douleur qui est le symptôme cardinal qu'il faut arriver à caractériser correctement, le challenge pour le gynécologue qui va être de déterminer si la douleur est due à l'endométriose et non à une autre pathologie gynécologique ou un autre syndrome douloureux chronique. Parce qu'en effet, il y a d'autres pathologies douloureuses associées à l'endométriose comme la fibromyalgie qui a été montrée comme très fréquente chez les patientes qui avaient de l'endométriose profonde, la cystite interstitielle également très fréquente chez les patientes qui souffrent d'endométriose et enfin le syndrome de l'intestin irritable qui lui-même est fortement associé à l'endométriose. Il existe des facteurs de risque d'endométriose. Ça commence par l'antécédent familial au premier degré avec un risque qui peut être multiplié par 2 lorsque une maman ou une sœur est atteinte d'endométriose. Mais il y a aussi les risques d'exposition in utero dans la petite enfance avec la prématurité, le petit poids de naissance ou l'allaitement artificiel qui ont été montrés comme significativement associés à l'endométriose. Enfin, des études récentes ont montré que la maltraitance dans l'enfance pouvait être associée à des diagnostics d'endométriose. D'autres facteurs de risque comme le phénotype, avec des indices de masse corporelle faibles, inférieurs à 18, des phototypes clairs, des taches de rousseur, des névis, des yeux clairs, qui ont également été démontrés comme associés au diagnostic d'endométriose. D'autre part, dans la vie reproductive, il existe des critères associés à l'endométriose, comme l'âge jeune de la ménarche, les cycles menstruels courts, alors que des règles longues ou des antécédents de grossesse et d'accouchement sont associés à une diminution du risque d'endométriose. Parmi les autres facteurs, on sait que le statut socio-économique, les styles de vie et les facteurs environnementaux vont participer au risque d'endométriose. Il existe d'autres comorbidités associées dans l'endométriose qui ont été identifiées comme le lupus, la sclérodermie, les maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie cœliaque et les dysthyroïdies qui sont des maladies inflammatoires chroniques comme l'endométriose et qui sont associées à cette maladie. Il existe également des associations avec l'asthme, les allergies, des maladies cardiovasculaires et les migraines qui ont été démontrées dans un travail récent. Concernant les cancers, il existe un risque augmenté de cancer ovarien avec un risque de carcinome endométrioïde ou un risque de carcinome à cellules claires dont l'augmentation du risque est relativement faible. Il existe un risque d'association avec les mélanomes également mais qui est plus discuté. Toujours est-il que cette association faible avec les sous-types rares de cancer de l'ovaire sont en faveur pour ne pas proposer de stratégie de dépistage ou de mesures de réduction du risque chez les patientes endométriosiques. Et donc, il n'y a pas d'indication à réaliser une surveillance systématique par imagerie chez les patientes qui sont prises en charge pour une endométriose asymptomatique. Et il n'est pas recommandé non plus de proposer une stratégie de dépistage de cancer de l'ovaire chez les patientes qui souffrent d'une endométriose. Y a-t-il un risque de progression de la maladie? Dans la littérature, il n'existe pas de données sur le caractère progressif de la maladie, pas de données sur le risque d'augmentation de la taille ou de volume des lésions, sur le risque de dissémination des lésions au cours du temps ou de risque d'évolution depuis une forme légère vers une forme modérée ou sévère. En revanche, il y a des données qui montrent l'impact potentiel des traitements hormonaux, de la chirurgie, de la grossesse et de l'assistance médicale à la procréation sur l'endométriose. Dans la majorité des cas, on observe une stabilité des lésions et il n'y a pas de transition phénotypique entre les lésions superficielles, ovariennes et profondes.
dans 71% des cas, dans les différentes études qui ont été retenues dans cette méta-analyse, il n'y a pas de progression de la maladie. Récemment, il a été montré chez des femmes qui avaient une endométriose recto-sigmoïdienne profonde, sur des examens d'imagerie à plus de 38 mois d'intervalle en moyenne, que dans plus de 70% des cas, il n'y avait pas de progression, et en tout cas, les lésions étaient stables ou régressaient. Il a également été montré dans ce travail que les femmes qui avaient un traitement permettant une aménorrhée continue n'avaient pas de progression des lésions recto-sigmoïdiennes. Parmi les différents traitements hormonaux, certains ont été montrés comme permettant une régression ou une stabilisation des lésions, et notamment récemment le Dienogest qui a montré dans certaines études que les prises de traitement pendant 1 an ou plus étaient associées à une réduction de la taille des endométriomes. Concernant la chirurgie, il y a une augmentation du risque d'endométriose chez les femmes aux antécédents de chirurgie. C'est un travail qui a été fait par une équipe chinoise qui a montré que lorsqu'on comparait des femmes qui étaient opérées pour un endométriome ou des femmes qui étaient opérées pour un kyste non endométriosique, eh bien, ces femmes, dans le groupe endométriose, avaient plus fréquemment des antécédents de laparotomie ou de césarienne. Et donc l'hypothèse qui a été démontrée dans un modèle murin était celle d'un stress tissulaire lié à la chirurgie qui allait activer des signaux adrénergiques et qui participait à l'angiogénèse et au développement des lésions chez ces femmes qui avaient des antécédents chirurgicaux. Par ailleurs, il a été montré que les femmes qui avaient des antécédents de chirurgie d'endométriose développaient plus souvent des lésions d'endométriose profonde avec un nombre moyen de lésions profondes qui était augmenté par rapport aux femmes qui n'avaient pas d'antécédents de chirurgie de l'endométriose. D'ailleurs, il a été montré que les récurrences après un traitement chirurgical étaient observées dans 53% des femmes qui avaient été opérées et que les douleurs résiduelles ou persistantes après 36 mois atteignaient 30% dès la première année de la chirurgie. Il a été montré de façon claire que dans le groupe des femmes infertiles, il y avait plus d'antécédents de chirurgie pour endométriose que dans le groupe des femmes fertiles qui étaient toutes atteintes d'endométriose. Par ailleurs, il a été montré que dans le groupe des femmes qui avaient des antécédents de chirurgie, lorsqu'elles étaient prises en charge en PMA, eh bien, leur pronostic de réponse en FIV était moins bon que les femmes qui n'avaient pas d'antécédents de chirurgie d'endométriose. Passons maintenant à l'étude de l'impact de l'endométriose sur la grossesse. Depuis longtemps déjà, on savait, et c'est une publication qui date des années 50, que la grossesse devait être considérée comme avoir un effet positif sur l'endométriose et ses symptômes, et c'était probablement l'hypothèse du blocage ovarien. Il a été montré que la grossesse avait des effets bénéfiques sur les symptômes douloureux liés à l'endométriose, et notamment chez les patientes qui présentaient une endométriose sévère. Mais la relation entre endométriose et grossesse soulève deux questions clés. Quel est l'impact de l'endométriose sur la grossesse ? Mais quel est l'impact de la grossesse sur l'endométriose? Il existe un impact de la grossesse sur les lésions d'endométriose, et ici, on voit 3 images échographiques d'endométriome décidualisé qui prennent cet aspect de tumeur alors qu'il s'agit simplement de transformations tissulaires liées à la décidualisation des lésions sous l'effet de la grossesse. Dans un travail récent qui comparait les IRM avant et après grossesse chez des femmes qui avaient une endométriose non opérée, il a été montré que les lésions d'endométriose avaient tendance à diminuer de façon significative après l'accouchement par rapport aux images qui avaient été faites avant la grossesse. Enfin, il existe des complications de la grossesse liées à l'endométriose et il y a de nombreuses études rétrospectives qui ont bien montré maintenant que les femmes qui étaient porteuses d'endométriose pouvaient être associées avec des risques relatifs relativement faibles, mais quand même significatifs dans ces études, à une augmentation du risque de fausse couche, d'accouchement prématuré, de césarienne, de petits poids pour la gestationnelle et de placenta prévia. Ces observations ont été faites dans des études portant sur l'endométriose, mais également sur l'adénomiose. Néanmoins, il n'y a pas d'études prospectives qui en ont démontré l'association réelle, même s'il y a une tendance observée dans ces études. Enfin, quel est l'impact de la fécondation in vitro sur les douleurs? Dans cette étude, il a été comparé les scores de douleur avant la prise en charge en PMA et à la fin de la prise en charge en PMA. Et cette étude a montré que finalement, il n'y avait pas d'augmentation des douleurs au moment de la synchronisation ovarienne par la pilule, de la stimulation et après la ponction. Et donc ces études ont montré que finalement, il n'y avait pas d'aggravation des symptômes liés à l'endométriose, ni d'accélération de son évolution, ni l'augmentation du taux de récidive de la maladie lorsque les femmes étaient prises en charge en fécondation in vitro. D'autre part, il a été montré que dans le choix du protocole de PMA qui était utilisé, chez les femmes qui avaient une endométriose, eh bien, lorsque le déclenchement se faisait avec des agonistes de la GnRH plutôt qu'avec de l'HCG, eh bien,
l'augmentation des douleurs qui était perçue était moins forte en cas de déclenchement par les agonistes de la GnRH. Il a été évalué le risque infectieux de la ponction ovocytaire chez les femmes qui étaient porteuses d'une endométriose et différentes études ont montré que s'il existe un risque infectieux minime de la ponction ovocytaire dans la population générale de l'ordre de 0,3%, eh bien, il n'était pas plus augmenté en cas d'endométriose, puisque dans ces séries, on retrouve un risque moyen de l'ordre de 0,48%. Et donc, les femmes qui sont porteuses d'endométriose ne sont pas plus à risque infectieux en cas de ponction ovocytaire que les femmes qui ne sont pas atteintes d'endométriose. Donc pour conclure sur l'histoire naturelle de l'endométriose, nous avons vu que c'est une maladie qui est liée à l'endomètre qui est pathologique, et ce, dès la période néonatale et in utero, avec des facteurs de risque néonataux, des risques obstétricaux, des événements néonataux. Il existe également des facteurs liés à la puberté et à l'adolescence, avec les dysménorrhées primaires intenses. Au moment de l'âge adulte, on retrouve les symptômes de douleur, d'infertilité, les complications obstétricales, les comorbidités, le risque oncologique qui du reste assez faible. Et enfin, à la ménopause se posent des questions sur les récurrences, les transformations malignes et la question de la prise en charge de ces lésions post-ménopausiques. C'est ce que nous avons appelé dans cette approche le concept de l'endométriosis live, qui est une maladie chronique qui accompagne les femmes tout au cours de leur vie. Je vous remercie pour votre attention.